C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que la Russie, depuis quelques semaines, sort sa carte aviation qu'elle avait un peu mise de côté au début de la guerre. C'est confirmé par la vice-ministre de la Défense ukrainienne. L'ennemi fait tout pour garder des positions et utilise activement l'aviation d'assaut de l'armée. Et elle va même plus loin. Elle parle de la supériorité de l'aviation. Toujours cette même vice-ministre, nos troupes se déplacent dans des conditions de combat extrêmement violentes. Et le contexte de la supériorité de l'ennemi en matière d'aviation et d'artillerie. Non mais alors attendez, c'est très important parce que vous voyez en bas, on met avion de combat, avantage à la Russie, point d'interrogation. La dame qui parle, elle est vice-ministre de la Défense ukrainienne. Et elle parle sans tabou de la supériorité de l'ennemi en matière d'aviation. Exactement. Bon, en même temps, les F-16, les Ukrainiens les ont demandé. Hein. Et la Ça Russie, fait longtemps qu'ils les demandent. La Russie joue beaucoup là-dessus depuis quelques jours, c'est assez nouveau. Petite séquence d'autopromo des avions d'assaut russes diffusée par le ministère de la Défense russe. On regarde. L'avion d'assaut est conçu pour soutenir les troupes terrestres sur la ligne de front. Nous faisons bien ce travail. Nous les soutenons avec tout ce que nous pouvons, avec tous les moyens de lutte. Nous attaquons les effectifs ennemis, le matériel militaire, les bastions et les dépôts de munitions. Et puis il y a les objectifs nouvellement identifiés. Cela implique que les chars soient repoussés à la limite de la ligne d'attaque. De plus, lorsque nos troupes avancent vers l'ennemi, nous leur apportons un soutien aérien. Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique, air et cosmos. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Première question, est-ce qu'il est vrai que la Russie sort vraiment maintenant sa carte aviation? Est-ce que c'est une nouveauté quand même là que vous constatez depuis quelques semaines? Dans les 3 premiers mois de la guerre, l'aviation russe avait été très très présente parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il y aurait une défense aérienne qui les mettrait au tapis. Et donc ils ont perdu des dizaines et des dizaines d'avions de chasse avec des pilotes très expérimentés il y a un an. Et c'est vrai qu'à partir du mois d'avril, quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus la capacité de maîtriser le ciel, parce qu'ils n'avaient pas réussi à venir à bout de la défense aérienne ukrainienne, ils se sont un petit peu mis en retrait, à quelques exceptions près. Par exemple, quand les Ukrainiens ont fait leurs grandes offensives à l'automne dernier, en septembre-octobre, quand ils ont vu que le front s'effondrait, la Russie a envoyé ses avions de chasse et ils en ont perdu 3 de la dernière génération dans une matinée. Et à partir du moment où ils avaient subi de tels dégâts, ils ont vraiment considérablement limité l'aviation, l'usage de l'emploi. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont, et ce qui a été présenté dans les images, c'est des Sukhoi 25, c'est-à-dire que c'est des avions qui sont spécialisés en attaque au sol direct, c'est-à-dire du soutien rapproché pour les troupes qui sont déjà présentes. Les 2 armées en ont, les Ukrainiens en ont et les Russes en ont également. Alors, les Russes disent qu'ils en ont, qu'ils les présentent, qu'ils sont présents sur le terrain, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. On ne sait pas si c'est de la propagande russe une fois de plus, mais dans tous les cas, il y a une certitude. Les Ukrainiens ont aujourd'hui une petite centaine d'avions de chasse qu'ils utilisent tous les jours avec une grande intensité, et face à eux, les Russes, ils en ont beaucoup, beaucoup plus et modernisés. Et finalement, quand on a fourni à l'Ukraine quelques Sukhoi 25 en plus, quelques MiG-29 en plus, ça lui a permis de remonter en puissance. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas considérer que l'Ukraine est rien du tout, notamment parce qu'elle a toujours son aviation de chasse que la Russie n'a toujours pas réussi à détruire, mais surtout parce qu'on a installé sur ces vieux avions soviétiques des missiles occidentaux, des bombes qui peuvent planer à 70 km de distance, des missiles de croisière qui vont à 300 km, et tout ça, ça permet de taper dans la profondeur, ça permet de soutenir des assauts, mais par contre, ça ne permet pas d'avoir un soutien rapproché, instantané, face à des troupes qui essaieraient de percer dans les lignes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, alors que je sois bien clair, quand vous dites ces avions soviétiques, Sukhoi, de fabrication soviétique, qui ont des bombes occidentales, plus modernes, vous parlez bien évidemment des Ukrainiens, mais en revanche, les appareils russes, post-soviétiques russes, ont été modernisés également, ces Sukhoi là. Et quelle est leur valeur? Parce que on est totalement mystifié par les F-16, par les avions américains. Est-ce qu'aujourd'hui, les avions de combat russes, de l'armée russe, sont vraiment des vieux machins, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des appareils tout à fait convenables? Alors, si on les compare aux avions soviétiques que possède l'Ukraine, évidemment, vous ne pouvez pas faire de combat aérien l'un contre l'autre, tout simplement parce que, par exemple, le radar d'un MiG-29 va être tellement inférieur au radar, par exemple, d'un Sukhoi 35, qu'il ne va même pas le capter. Il n'est même pas capable de porter des missiles qui peuvent aller à 70-100 km, tel que pourrait le faire le Sukhoi 35 que la Russie possède aujourd'hui.
Par contre, si on compare ces avions russes modernes, l'élite de l'aviation russe, quand ils font les compétitions internationales en Corée du Sud, au Brésil, ils arrivent à chaque fois bon dernier, loin derrière les F-15, les Rafale, les Eurofighter, les Gripen. Donc l'aviation russe est meilleure que ce qu'ont les Ukrainiens, mais elle est très inférieure aux F-16 que les Ukrainiens vont recevoir dans quelques mois. Alors justement, vous dites, c'est sûr, les Ukrainiens vont les recevoir, ces fameux F-16. On se souvient, et on en parlait, que les Américains ont finalement donné leur feu vert après des mois de tergiversation. Ils vont les recevoir, mais est-ce qu'ils vont pas les recevoir un petit peu tard? C'est la question qu'on se pose quand même. C'est toujours un peu la même question, mais la contre-offensive, elle est imminente. Le gros de la contre-offensive, elle est imminente. Est-ce qu'ils auront ces F-16 pour la contre-offensive? Et est-ce que s'ils ne les ont pas, cette contre-offensive, elle n'est pas vouée à l'échec? Non, alors la contre-offensive de septembre, octobre, de novembre de l'année dernière, elle a permis de reprendre 20 000 km² avant même qu'on fournisse de nouveaux avions de chasse et qu'on intègre des nouveaux missiles. Donc une contre-offensive peut réussir, mais évidemment on coûte des vies. Et qu'est-ce qui a changé entre il y a 1 an et maintenant? Pourquoi est-ce qu'on a attendu de donner des chars, des avions de chasse, des drones, des hélicoptères de combat? Si on les avait donnés et qu'ils avaient été disponibles à l'octobre dernier, eh ben, ça n'aurait pas été 20 000 km² qui auraient été libérés, ce serait peut-être 40 000, 60 000, peut-être que le front russe se serait totalement effondré et on aurait économisé des dizaines de milliers de vies. Donc oui, je le regrette, ça arrive trop tard pour cette contre-offensive-là, mais il faut bien comprendre, les contre-offensives, c'est pas celle-ci qui va permettre de libérer tout le territoire. C'est une contre-offensive X, puis il y aura une Y à l'hiver prochain, puis une Z l'année prochaine. Et évidemment, l'important, c'est d'avoir toujours cette perspective de montée en puissance. Là, la contre-offensive, pour être clair, elle n'a pas réellement commencé. Je vous rappelle qu'il y a 12 brigades mécanisées modernes au standard OTAN qui ont été construites. Il y en a 3 qui ont été partiellement engagées, c'est-à-dire que la réserve n'est pas lancée, les offensives ne sont pas encore réellement lancées aujourd'hui, et on ne voit pas l'utilisation de l'aviation d'une manière intense dans une zone, ni de l'artillerie qui permettrait de préparer spécifiquement un couloir pour avancer derrière. Donc je regrette, et je l'ai répété de nombreuses fois sur votre plateau, que c'est triste qu'on n'ait pas donné ces avions de chasse plus tôt. Quand ils arriveront, ils feront du bien, évidemment, ils permettront de rééquilibrer la situation, mais ça ne veut pas dire que l'aviation russe soit libre dans le ciel, parce que la défense aérienne ukrainienne, elle reste quand même très puissante, d'autant plus puissante qu'on lui a fourni des équipements, mais face à des avions qui vont voler très très bas, et ben malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de se défendre dans certaines conditions, et ça repose sur des soldats qui vont tirer avec des missiles tirés depuis l'épaule, et ça, parfois, c'est évidemment pas suffisant. Alors ça, mon général, bon, les Ukrainiens, et je vois Allah, boivent du petit lait, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le « on vous l'avait dit ». Cette contre-offensive, elle est en train de souffrir du manque de soutien aérien. Bien sûr, on a des avions post-soviétiques, hein, mais si on avait eu des F-16, qui ne sont pas non plus des avions ultra modernes, si on avait eu quelques F-16, la donne serait différente aujourd'hui. Bien entendu, sans aviation, il est très difficile d'emporter la décision, notamment de percer des lignes. Ça, on l'a vu déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais à mon avis, c'est toujours absolument d'actualité. Donc, les F-16, il les faut, j'espère qu'ils arriveront. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce que je vois, la grande contre-offensive n'a pas démarré. On n'est pas dans une offensive, je dirais, d'envergure, qui est la contre-offensive de libération du pays. Donc on les aura à temps. Moi, je pense que pour cet été, c'est fini. Voilà, je veux dire, il reste 2 mois et 2 mois et demi, mais après, il y a l'hiver. Donc, je veux dire, ça peut se faire. Il faut, à mon avis, n'engager la véritable offensive avec tous les moyens blindés mécanisés ukrainiens, que quand la totalité des forces et des moyens nécessaires à la lancer seront arrivés. Parce qu'après, c'est un fusil à un coup. Si vous fusillez 300 chars dans des champs de mines alors que vous n'avez pas de protection aérienne... Vous êtes en train de nous dire, il serait souhaitable de ne pas lancer la grande, vraie contre-offensive maintenant, je pense tant que qu'on n'a pas les F-16. Moi, je pense que c'est prématuré, oui. Ouais. Et je pense que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont des gains limités, ce sont des reconnaissances offensives. La reconnaissance, c'est chercher le renseignement en engageant le combat. C'est exactement la définition militaire. C'est-à-dire qu'en fait, on progresse et on tire sur l'ennemi pour le forcer à se dévoiler et voir où sont ses positions. Et à partir de ce moment-là, il y a des gains d'opportunité. Vous voyez, ils ont 100 km², ça fait 10 sur 10, c'est pas énorme. Mais en même temps, je pense que les 4 villages ou 5 villages qui ont été libérés, s'il reste des habitants, ils sont contents de voir les forces de libération arriver. Je voudrais vous entendre, vous, Alain. Bon, vous ne me ressortez pas... l'argument, si l'Occident avait été un peu plus rapide et plus prompt, on n'en serait pas là.
J'ai pas besoin parce que vous l'avez dit, donc c'est fait. Mais c'est ce qu'on a répété depuis le début. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est pas que l'histoire des avions, c'est l'histoire des pilotes aussi. Et quand on parle de l'aviation russe, on dit qu'il maîtrise le ciel, mais il ne le domine pas. Hein, général, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette expression. Oui. Il maîtrise le ciel, mais il ne le domine pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette défense antiaérienne contre les avions russes et on ne les voit pas tellement voler sur le territoire ukrainien. Voilà, c'est ce que disait Xavier Titelman. Aujourd'hui, il n'y a aucun avion des deux côtés qui franchit la ligne de front. Oui. Par contre, avec des missiles qui tirent à 100 km, Oui. en restant au-dessus de ces lignes, on peut infliger des dégâts à l'adversaire. Et la différence de ces avions, c'est que les avions occidentaux F-16, ils peuvent voir à 300 km le missile qui est tiré, tandis que les avions, les MiG et les Sukhoi, c'est juste 150 km. Donc voilà, ça c'est le problème. Mais les Ukrainiens, ils ont des pilotes, des centaines de pilotes qui ont plus de 100 heures de vol, mais de combat, des vols vraiment maîtrisés, tandis que les Russes, ils ont beaucoup de problèmes aussi avec les pilotes, parce que finalement, l'année dernière, ils ont précipité la sortie de leurs étudiants de la dernière année d'une école supérieure de pilotes. Mais pilote, c'est pas quand on a son diplôme, hein, c'est pas du tout comme quand on conduit la voiture, on a son permis. Il faut des heures et des heures, des dizaines d'heures de vol, et surtout dans des conditions réelles de combat. Ce que les Russes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés. C'est pour ça chaque avion russe abattu, c'est pas que l'histoire d'avion abattu, c'est aussi le pilote qui est éliminé parce que c'est un pilote éventuellement qui pourra conduire un autre avion. Donc c'est ça aussi la grande question. Oui, avec le